Dans la dernière vidéo, que je vous recommande grandement d'avoir vue avant de regarder celle-là, on a expliqué qu'en utilisant le modèle économique dominant, on n'arrivait pas à prévoir la crise des subprimes. D'après ce modèle, les banques ne sont que des intermédiaires financiers avec très peu de pouvoir, la banque centrale contrôle la quantité de monnaie dans l'économie et la quantité de dette n'a aucune importance. Ouais, moi je vois pas trop pourquoi on a besoin de faire un autre épisode en fait, j'ai l'impression d'avoir déjà tout bien compris, je vois pas bien ce que tu vas pouvoir expliquer en plus. Tout tourne autour de ce graphique. On y voit la dette privée aux États-Unis, c'est-à-dire la dette des ménages et des entreprises, pas celle de l'État, en pourcentage du PIB augmenter de façon exponentielle. Or, si la dette vient du PIB, c'est-à-dire des revenus de la population, on voit mal comment cette dette pourrait augmenter plus vite que les revenus. Si les gens ne gagnent pas plus d'argent tous les mois, comment peuvent-ils s'endetter davantage? D'où vient l'argent? Oui. How many fingers am I holding up? Now, Bruce, thou shalt not tempt the Lord. If you can't do it, man, that's cool. 3, 2, 4, 9, 6, 8, 1. Okay. How many now? 7. Encore une fois, je t'engage à regarder la dernière vidéo dans laquelle j'explique le fonctionnement du modèle classique. C'est ce modèle-là qui va nous servir de base de départ pour le raisonnement qui va suivre. T'inquiète, je suis chaud, j'ai regardé la vidéo plusieurs fois de suite, je suis béton. Première chose, la création monétaire ne fonctionne pas exactement comme je te l'ai expliqué dans l'épisode d'avant. Attends, 6 fois de suite j'ai regardé ta vidéo, en prenant des notes et tout. Et maintenant tu m'annonces que tu m'as baratiné? Je t'ai expliqué les principaux fonctionnements des modèles économiques utilisés par la plupart des économistes, mais ces modèles sont souvent très théoriques. Or, par l'observation des données économiques accumulées jusqu'à maintenant, on est désormais capable de vérifier pas mal de choses. Par exemple, pour la création monétaire, de nombreux économistes ont déjà publié des papiers qui montrent que la théorie ne cadre pas avec les observations. La Banque centrale d'Angleterre a même publié un rapport sur ce sujet en 2014, je t'ai mis le lien dans la description. Est-ce que tu te rappelles de ce fameux coefficient multiplicateur imposé par la Banque centrale? Dans notre exemple de l'épisode d'avant, on avait dit que la Banque centrale avait créé 200 de monnaie centrale, ce qui avait permis aux banques commerciales de créer 1000 de monnaie scripturale. La quantité de monnaie avait été multipliée par 5. C'est ce qu'on appelle le money multiplier. Ouais, et alors? Alors, ce coefficient est supposé être constant. On connaît la quantité de monnaie centrale, on fait fois x, ce coefficient n'est pas le même partout, et pouf, on connaît la quantité de monnaie scripturale, la quantité de monnaie disponible pour nous, pour que l'économie fonctionne. Sauf que voilà un graphe qui te montre comment ce coefficient a évolué aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans la zone euro. Tu peux voir que c'est pas vraiment constant. Qu'est-ce que ça veut dire du coup? Ça veut dire que la banque centrale ne contrôle pas vraiment la quantité de monnaie disponible pour nous. Certes, elle fixe une limite, genre elle dit qu'il ne faut pas faire plus de x30, mais après les banques commerciales sont libres de faire x10, x20, x0,5. Il y a même des études qui montrent que les banques commerciales font augmenter la masse monétaire avant la banque centrale. Autrement dit, ce n'est pas la banque centrale qui crée de la monnaie puis les banques commerciales qui multiplient ce montant comme elles le souhaitent, ce sont les banques commerciales qui font ce qu'elles veulent et la banque centrale qui réagit après coup pour éviter le bordel. Et il y a des conséquences? Bien sûr, ça s'appelle entre autres la crise des subprimes. Ah oui, carrément, il n'y a même plus aucune retenue. Je fais un peu exprès, c'est pour que tu restes concentré. On va maintenant décrire le modèle utilisé par les économistes qui ont prédit la crise. Juste pour être clair, plusieurs écoles de pensée ont plus ou moins prévu qu'une crise allait pointer le bout de son nez. Moi, je me suis basé sur un papier de recherche qui a listé les avertissements des économistes et qui les a classés par ordre de pertinence. En gros, l'idée c'était de ne retenir que ceux qui avaient un vrai modèle prédictif qui expliquait clairement pourquoi on allait avoir une crise. Et c'est donc ce modèle qu'on va voir maintenant. D'abord, on enlève la banque centrale et l'histoire de la monnaie centrale. Les banques centrales jouent effectivement un rôle, notamment en fixant les taux d'intérêt, mais pour ce qui est de la création monétaire, les banques commerciales font quasiment ce qu'elles veulent. Ensuite, je vais rajouter un genre de tuyau par lequel on va injecter du nouvel argent dans l'économie, ce qu'on appelle la création monétaire, et puis un autre tuyau d'évacuation, cette fois, par lequel l'argent va sortir de l'économie. C'est la destruction monétaire. Ah, parce qu'il y a une destruction monétaire maintenant? Oui, tu vas comprendre. Pour que l'économie puisse fonctionner, il faut de l'argent. Ici, on va partir du principe que cet argent n'existe pas. Les banques doivent d'abord le créer. Je vais donc injecter 1000 de monnaie dans mon économie, 500 va aller aux ménages et 500 va aller aux entreprises. Mais cette création de monnaie s'accompagne inévitablement d'une dette. Oula, on n'a pas expliqué ça l'autre fois, si? En fait, c'était déjà vrai dans mon ancien modèle. On avait dit que les banques créaient de la monnaie en prêtant du nouvel argent, ce qui nécessairement impliquait la création d'une dette.
Mais j'avais gentiment écarté la question en disant que de toute façon, c'était la banque centrale qui contrôlait tout ça. Or, puisqu'on vient de dire que c'est faux, eh ben, il va falloir s'inquiéter de ce nouveau paramètre qui, comme tu vas le constater, est plutôt crucial. Donc, si j'ai 1000 d'argent dans le système au départ, c'est nécessairement parce que j'ai déjà une dette de 1000 qui pèse sur mes acteurs économiques. Ah ouais d'accord, les mecs sont endettés avant même d'avoir gagné de l'argent. Voyons un peu ce qui se passe. Les ménages utilisent leur nouvel argent pour consommer. Ensuite, les entreprises peuvent payer des salaires et des dividendes. Pouf, le compteur de PIB se déclenche. On vient de faire un premier tour de circuit et ici, il y a une chose vachement importante à comprendre. La création monétaire correspond à la formation d'une dette qui, comme tu l'as dit, préexiste les revenus de la population. D'abord, on s'endette et grâce à cette dette, on peut générer des revenus. Ah, alors que dans l'ancien modèle, c'était l'inverse. Il fallait que les gens gagnent d'abord de l'argent avant de pouvoir le prêter. Exactement. Et l'autre différence, c'est que dans l'ancien modèle, les gens épargnaient un certain pourcentage de leurs revenus. Sous-entendu, les gens gagnent des sous, utilisent d'abord cet argent pour consommer, puis ils épargnent le reste. On avait donc un PIB de 1000 avec une dette qui correspondait au taux d'épargne des ménages, donc un truc inférieur à 1000. Tandis qu'ici, puisque c'est la dette qui engendre les revenus, on a du 1 pour 1. La dette est de 1000, ce qui permet au PIB d'être de 1000. Donc en fait, le montant de la dette correspond exactement au PIB. C'est ce qui semblerait pour le moment, et on va y revenir. Continuons notre raisonnement. Les ménages vont devoir commencer par payer les intérêts de la dette. Comme on l'a déjà vu, ces intérêts correspondent au paiement d'un service rendu par les banques qui ont créé l'argent. Donc c'est une forme de consommation qui servira plus tard à payer les salaires et les dividendes des banquiers. Ensuite, il faut rembourser une partie de la dette. Et contrairement au modèle d'avant où les remboursements étaient un transfert de pouvoir d'achat, c'est-à-dire un truc complètement neutre du point de vue macroéconomique, eh bien ici on a affaire à une destruction monétaire, une destruction de pouvoir d'achat. Oui, alors là je veux bien plus d'explications quand même. Avant, quand une entreprise ou un ménage empruntait de l'argent, on considérait que cet argent existait déjà. Donc le rembourser, c'était simplement le rendre à son propriétaire d'origine. C'est pour ça que les économistes orthodoxes disent que la dette c'est de l'argent qu'on se doit à nous-mêmes. Mais si on considère que l'argent est en fait créé par les banques, alors dans ce cas, avant d'exister, cet argent il appartenait à qui? À personne. Et voilà, donc l'argent se crée quand il est mis en circulation, ce qui correspond à l'apparition d'une dette, mais quand cette dette est remboursée, c'est-à-dire qu'elle disparaît, eh bien l'argent disparaît avec elle. Un peu comme si on avait emprunté l'argent au néant. Quand on lui rend son argent, cet argent il retourne dans le néant, il disparaît. Ah oui, c'est logique en fait. Parfait, on enchaîne. Les ménages vont utiliser une partie de l'argent restant pour consommer, et le reste va s'en aller dans la case investissement. Ici, c'est comme dans l'ancien modèle, on va prêter cet argent aux entreprises et aux ménages, ce qui va donner lieu à la mise en place d'une deuxième forme de dette différente de celle qui existe déjà. Donc là, si je te suis, c'est de l'argent qui existe déjà, c'est pas de la création monétaire, donc c'est le coût de la dette qu'on se doit à nous-mêmes. C'est tout à fait ça. C'est exactement la même dette que celle qu'on a déjà vue dans le modèle d'avant. Bien, maintenant, les ménages qui viennent de s'endetter vont forcément consommer et tout l'argent va se retrouver du côté des entreprises. Pour elles, la première chose à faire, c'est de payer les salaires. Ensuite, il faut payer les intérêts de la dette qui viennent du néant. Encore une fois, ça correspond à la rémunération d'un service, donc je vais l'ajouter aux intérêts déjà payés par les ménages. Ensuite, cette somme va servir à payer les salaires et les dividendes des banquiers. Et ici, j'attire ton attention sur le fait qu'il n'y a pas besoin de garder une partie de la somme de côté pour payer mes capitalistes. Ici, les banques n'ont pas agi en tant qu'intermédiaires. Elles n'ont pas pris l'argent des ménages pour ensuite le prêter soit à d'autres ménages, soit à des entreprises. Non, elles ont créé de l'argent. Donc tous les intérêts tombent dans la poche des banques. Maintenant, pour les entreprises comme pour les ménages, il faut rembourser une partie de la dette qui vient du néant. Destruction monétaire. Tout à fait. Ce qu'il reste, ce sont les profits. On va pouvoir envoyer tout ça aux actionnaires sous la forme de dividendes. Maintenant, petit arrêt sur le compteur de PIB. Tiens oui, c'est marrant, il n'a pas fait 1000 sur ce tour-ci. Et oui, mais regarde la masse monétaire. Puisqu'on a détruit de l'argent en remboursant une partie de la dette, eh bien, le PIB est forcément plus faible. Si les banques ne créent pas du nouvel argent au tour suivant, le PIB va continuer de diminuer, à tel point que les entreprises finiront par ne plus pouvoir payer les salaires, ou même les intérêts des différentes dettes. Faillite, licenciement et baisse de la consommation à la clé. Ça veut aussi dire que si on considère que la vitesse de circulation de la monnaie qu'on a déjà comparée au baromètre du moral de la population est stable, le seul moyen d'avoir de la croissance, c'est non seulement de créer de la monnaie à chaque tour pour compenser la destruction monétaire, mais en plus de ça, d'accélérer cette création pour avoir toujours plus d'argent qui circule dans l'économie. Donc il faut toujours plus de dettes. Oui, mais une dette qui ne pèse pas si lourd, puisqu'elle s'accompagne d'une croissance. Comme on l'a vu, l'argent qui est injecté dans l'économie se retrouve forcément dans le PIB. Autrement dit, la dette augmente, mais tout de suite après, les revenus de la population augmentent aussi. Et donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Tiens, mais du coup, comment ça se passe pour les gens qui font défaut? Pour la dette qui vient du néant, si on ne rembourse pas le néant, il s'en fout, donc ça ne devrait poser aucun problème. C'est une histoire de banque. Imagine que BNP crée 1 million d'euros via un prêt qu'elle accorde à son client Bernard. Dans mon exemple, ces 1 million d'euros représentent les seuls euros disponibles dans toute l'économie. Il n'y a pas d'autre argent que ça.
Ces 1 million d'euros sont virtuels, ils n'existent que sur le compte de Bernard et ils sont dits scripturaux. Avec cet argent, Bernard se fait construire une superbe maison par Jason. Problème, Jason a son compte à la Société Générale. Or, la Société Générale n'accepte pas du tout de se faire payer en euros scripturaux. La solution, ce serait que BNP paye la Société Générale en argent central, celui qui est créé par la Banque centrale. Sauf que, à cause de ce fameux coefficient multiplicateur, il n'existe que 100 000 euros centraux dans tout le système. Donc, pas possible de payer. La solution, c'est que la Société Générale va récupérer les 100 000 euros centraux de l'économie et faire crédit des 900 000 qui restent à BNP. En gros, la Société Générale dit à la BNP, t'inquiète pas, tu me les donneras une autre fois. Dans cet exemple, Société Générale et BNP savent très bien ce qui va se passer. La BNP ne payera jamais, elle ne va jamais rembourser sa dette. Ce qui va se passer, c'est que Bernard va travailler pour rembourser sa dette. Par exemple, il va construire une maison à 1 million d'euros pour Jason. Il y aura donc un transfert d'argent depuis la Société Générale vers la BNP, ce qui va annuler la dette de la BNP. Bernard va ensuite pouvoir rembourser son emprunt, les 1 million d'euros vont retourner dans le néant et tout le monde sera content. Oh la vache, tu veux essayer de faire un poil plus compliqué pour voir? Ah, je pourrais. Imagine qu'au lieu d'avoir 2 clients, 2 banques et un prêt, je te donne le même exemple avec 10 banques, des millions de clients et des milliers de prêts. Ah oui, ok. Ah bah non, bah on s'en passera alors. Donc finalement, si Bernard ne rembourse pas son prêt, s'il fait défaut, eh bien la BNP ne sera jamais en mesure d'annuler cette dette qu'elle a contractée auprès de la Société Générale. À un moment donné, la SG va exiger un paiement. Comme la BNP ne pourra pas payer, eh bien elle fera faillite. C'est quand même vachement plus chaud à comprendre que le coût de la faillite des banques quand c'est de l'argent qu'on se doit à nous-mêmes. Eh oui, je sais bien, mais qu'est-ce que je peux y faire? Toujours est-il donc que même cet argent venu du néant, s'il n'est pas remboursé, c'est un sérieux problème pour les banques. Bien, maintenant je m'arrête pour faire un point. On a vu qu'il y avait en réalité deux types de dettes. Celle qui est synonyme de création monétaire et celle qui correspond à de l'argent qu'on se doit à nous-mêmes. Quelle que soit la dette, on a vu que les banques passent un sale quart d'heure si les acteurs économiques commencent à faire défaut. Non seulement les banques peuvent faire faillite, ce qui paralyse le système financier et peut stopper la circulation d'une partie de l'argent, mais avec ce nouveau modèle, on voit qu'il y a en plus de ça un problème de destruction monétaire. Si les banques arrêtent de prêter l'argent, l'économie se vide de sa monnaie. Les économistes orthodoxes ont tendance à ne pas évoquer ce deuxième facteur, parce qu'ils partent du principe que les banques commerciales multiplient systématiquement par une constante la quantité de monnaie que la banque centrale met en circulation. Or, on a vu que la théorie ne rejoint pas les observations sur ce point. Les banques commerciales peuvent faire plus ou moins ce qu'elles veulent. Elles peuvent choisir de prêter énormément, ce qui va remplir l'économie de monnaie, mais elles peuvent aussi choisir de laisser l'économie se vider de sa monnaie en ne prêtant plus à personne. Bon, finalement, c'est pas une différence si énorme que ça, entre les deux modèles, je veux dire. Ça place officiellement l'avenir de l'économie entre les mains des banques commerciales. Bon, on s'en doutait, non? D'ailleurs, pour le moment, tu m'as toujours pas expliqué comment les économistes ont réussi à prévoir la crise. La différence fondamentale arrive maintenant. Je te remonte ce graphe qui représente la quantité de dette privée dans l'économie américaine en pourcentage du PIB. Donc, on prend la dette de tous les ménages et de toutes les entreprises, peu importe que ce soit de la dette créatrice de monnaie ou de la dette qu'on se doit à nous-mêmes, on fait la somme de tout ça et on le divise par la somme des revenus de la population. Or, qu'il y ait plus de dette que de PIB, c'est-à-dire que le ratio dépasse 100%, ça à la limite, pourquoi pas? Après tout, la dette s'additionne chaque année sur des maturités très longues, tandis que le PIB, lui, est remis à zéro à chaque fois. Par contre, que le ratio n'arrête pas d'augmenter sur une période de 50 ans, et ce d'une façon exponentielle, alors là, il y a un truc qui cloche. Bah, pourquoi? Tu viens de dire que la dette s'additionnait d'année en année alors que le PIB était remis à zéro. Donc d'un côté, la dette grandit tout le temps, et puis de l'autre, le PIB peut stagner, non? Oui, mais si la dette s'additionne tous les ans, on en rembourse aussi une grande partie chaque année. Et là, une petite aparté parce que je partais dans une explication un peu trop mateuse. Il y a 3 trucs à comprendre. Première chose, à ce moment de notre raisonnement, la quantité de dette qu'on ajoute à une pile existante, c'est forcément un morceau du PIB. Les gens gagnent des sous, en utilisent une partie pour consommer, puis ils épargnent le reste. Seule cette épargne peut être transformée en dette. Donc si j'augmente le taux d'épargne, j'augmente la quantité de dette. Deuxième chose, l'autre facteur important pour faire augmenter la quantité de dette, c'est le PIB. Si mon PIB augmente, je vais pouvoir rajouter plus de dettes sur ma pile. Enfin, dernière chose, plus la pile de dette est grande, plus le montant des remboursements est important. Et donc, plus la pile va diminuer de taille une fois tous les remboursements effectués. Maintenant, en fonction de ces 3 facteurs, la question c'est, est-ce qu'on peut avoir une courbe de dette sur PIB qui ressemble à ça? Et la réponse c'est oui, si on a un taux d'épargne qui ressemble aussi à ça. L'explication intuitive, c'est que l'augmentation du PIB et des remboursements sont corrélés. L'un ne peut pas augmenter sans l'autre. Donc, le seul facteur restant qui permet de faire diverger dette et PIB, c'est le taux d'épargne. Donc, d'après ce qu'on sait pour le moment, peu importe les remboursements, peu importe que le PIB augmente ou stagne, si on veut avoir un ratio de dette sur PIB qui augmente de façon exponentielle, il faut un taux d'épargne qui augmente aussi de façon exponentielle. Je vous laisse essayer de prouver ça chez vous si ça vous tente. En attendant, on reprend.
Or, ce qu'on constate aux États-Unis, c'est que le taux d'épargne est relativement stable. C'est d'ailleurs une tendance qu'on observe un peu partout dans les pays développés. Donc il n'y a aucune raison de voir ce type de courbe. Ici, je t'ai fait une petite simulation, regarde. Je pars d'un PIB de 100. Tous les ans, je le fais grandir de 3%. J'obtiens une belle exponentielle. Ensuite, je définis mon taux d'épargne comme une fonction qui va fluctuer entre 3% et 10% de façon aléatoire. C'est ce qui va déterminer ma dette. Plus le taux d'épargne est élevé, plus les gens mettent de côté et donc plus il y a d'argent qui peut être prêté. Voilà donc à quoi ressemble ma dette. Ici, c'est aussi une exponentielle et c'est normal. Ma dette est une fonction de mon PIB et de mon taux d'épargne. Maintenant, voyons voir à quoi ressemble le ratio de dette sur PIB. Ça augmente doucement, mais ça tend vers un équilibre. Pas d'exponentielle à l'horizon. Et encore une fois, c'est normal. Avec un taux d'épargne plutôt constant, la quantité de dette ne peut pas diverger du PIB. Ouais, d'accord, dans ce cas, c'est sûrement dû à la création monétaire. C'est quand les banques créent de l'argent pour nous le prêter, non? Sur ma simulation, comment est-ce que tu crois que j'ai réussi à faire augmenter mon PIB d'année en année? J'ai créé de l'argent supplémentaire chaque année. Cet argent, c'est de la dette, mais c'est aussi du PIB. Rappelle-toi de mon schéma. Je crée 1000 de dette, 500 pour les ménages, 500 pour les entreprises. Les ménages consomment, les entreprises payent les salaires et les dividendes, et hop, 1000 de PIB. Ah mais oui, c'est du 1 pour 1, l'argent créé finit forcément dans le PIB. Et oui, 1000 de dette, mais 1000 de PIB. Encore une fois, dette et PIB sont corrélés, on ne devrait pas les voir diverger l'un de l'autre. Alors c'est toujours la même question. D'où vient cet argent qui fait augmenter la dette de façon disproportionnée par rapport au PIB? Pourquoi on ne retrouve pas cet argent dans le PIB? Mais attends une seconde. Tu te fous de ma gueule en fait, c'est évident. L'argent il vient des marchés financiers. C'est comme ce que tu as expliqué dans la première vidéo. On a branché Wall Street sur la bulle de l'immobilier. Donc il y avait plein de sous du monde entier qui venaient la faire grossir. En fait, c'est le PIB du reste du monde qui alimentait la dette américaine. C'est pour ça que c'est exponentiel. Ah bah je me demandais bien quand est-ce que tu allais me sortir ça. Et oui, c'est évident. Le monde a financé la bulle des subprimes avec ses propres revenus. L'augmentation de la dette aux États-Unis n'a pas été financée par les revenus américains. Il a été financé par les revenus du reste du monde. Sauf qu'en fait, c'est pas ça non plus. Oh bah non, là j'avais trouvé, arrête tes conneries. Il y a plusieurs manières de montrer que cette explication ne tient pas, mais la plus parlante, c'est probablement ça. Si les revenus du monde terminent dans la dette privée américaine, ils ne terminent pas dans la dette privée des autres pays du monde. Autrement dit, si la dette américaine peut augmenter par rapport à son PIB, c'est parce que la dette du reste du monde diminue par rapport à son PIB. Ouais, je crois que je te suis. Donc on ne devrait pas se retrouver avec un graphe qui ressemble à celui des États-Unis partout dans le monde. Or, je me suis amusé à agréger les données de dette privée par rapport au PIB pour l'Inde, l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, le Japon, le Canada, la Belgique et les Pays-Bas pour en faire un seul graphique et voilà ce que ça donne. Eh ben la vache, visiblement on s'amuse pas de la même manière tous les deux. Et puis j'ai aussi rajouté la Chine mais à part. Tous ces pays représentent avec les États-Unis environ 65% du PIB mondial. Or, on ne constate pas que le rapport entre la dette et les revenus diminue dans les autres pays du monde pour venir financer la bulle de l'immobilier américaine. Par rapport aux revenus de la population, la dette augmente de façon globale, partout dans le monde. Et la tendance ne date pas d'hier. Donc la question c'est toujours la même. D'où vient l'argent? Comment on peut avoir partout en même temps toujours plus de dettes privées par rapport au PIB? Pourquoi t'as mis la Chine à part? En plus de ce que je viens de t'expliquer, il y a deux autres choses à remarquer sur ce graphique. Premièrement, on voit bien que la dette privée aux États-Unis et dans les autres pays décroche au moment où la crise éclate. On va essayer de comprendre pourquoi. Et puis deuxièmement, la dette privée en Chine a elle aussi sursauté en 2008, mais elle est repartie à la hausse et on va voir ce que ça veut dire. Alors attends, du coup j'ai une autre question là. Pourquoi tu ne montes pas aussi la dette des États? Pourquoi c'est toujours la dette privée? Alors pour deux raisons essentielles. D'abord parce que la dette privée est la source principale de la création monétaire dans une économie. Tu peux voir sur mon graphique qu'on voit des niveaux de dette privée par rapport au PIB qui se positionnent en moyenne autour de 200-250% du PIB. Or, les États dépassent à peine les 90%. Par exemple, aux États-Unis, c'est 100%, mais en moyenne, en Europe, les États sont endettés à hauteur de 85% de leur PIB. C'est beaucoup, mais ça n'a rien à voir avec le secteur privé. Deuxièmement, parce que les économistes qui ont prédit la crise des subprimes s'intéressaient aux défauts de paiement, aux faillites des acteurs économiques qui ne peuvent pas rembourser leurs dettes. Or, si les États peuvent faire défaut, les faillites sont quand même beaucoup plus fréquentes dans le secteur privé. Bon, d'accord. Alors, comment est-ce qu'on arrive à avoir des courbes qui grimpent un peu partout dans le monde là, Qu'est-ce que ça a à voir avec la crise des subprimes? La seule explication, c'est que les banques créent de l'argent inutile, de l'argent qui ne circule pas dans l'économie. Et en plus de ça, il faut que la quantité d'argent inutile augmente plus rapidement que la quantité d'argent utile. Ah bah là, j'espère que tu as un exemple. Allons-y. Les banques créent 500 de dettes, mais disons que seules les entreprises s'en servent.
Les ménages mettent cet argent de côté. Pour le moment, on va laisser les sous en dehors du schéma. De côté, genre, c'est de l'épargne? Non, rappelle-toi, l'épargne est investie, elle fait partie de l'économie. Ici, cet argent qu'on met de côté, c'est autre chose, mais t'inquiète pas, je vais l'expliquer tout à l'heure. Si je fais tourner le seul argent qui reste dans mon économie, eh bien, le PIB ne sera que de 250, alors que pourtant la dette est de 500. Ce qui me donne un ratio de dette sur PIB de 200%. L'année suivante, on va commencer par rembourser une partie de la dette, puis on en crée une nouvelle, plus grosse que celle de l'année dernière. On va toujours avoir une partie de la dette qui va aller vers les entreprises et le reste pour les ménages, mais cette fois, je ne garde pas les proportions. Je mets plus de dette du côté des ménages que des entreprises. Et encore une fois, les ménages ne se servent pas de cet argent. Ici, mon PIB va être de 475 contre une dette totale de 1025, soit un ratio de 205%. L'année suivante, on est reparti pour un tour. On commence par rembourser une partie de la dette, puis les banques créent encore plus d'argent, toujours plus pour les ménages que pour les entreprises. On fait tourner tout ça dans l'économie et on constate que le ratio augmente encore davantage. Sur le long terme, voilà ce que ça donne. Le PIB augmente vite, mais si je le compare à l'augmentation de la dette totale, alors il est complètement dépassé. Et si je le graphe le ratio de dette sur PIB, on a bien une exponentielle. Et je te rappelle les hypothèses pour y arriver. D'abord, les banques doivent créer toujours plus de dettes chaque année. Ensuite, une partie de l'argent doit sortir de l'économie. Et puis en plus, cet argent inutile, cet argent qui sort de l'économie, doit représenter une proportion grandissante de la masse monétaire. Autrement dit, dans mon exemple, ça se traduit par le fait que les banques favorisent les ménages par rapport aux entreprises. Elles prêtent systématiquement plus aux ménages qu'aux entreprises. Bah c'est cool, sauf que c'est absolument pas réaliste. Pourquoi les ménages emprunteraient pour ne pas dépenser leur argent? Encore pire, pourquoi les banques prêteraient aux ménages s'il n'y a aucun projet de consommation derrière? Parce que cet argent que j'ai laissé sur le côté, ça s'appelle une bulle spéculative. Ici, vu qu'on parle de la crise des subprimes, ce serait la bulle de l'immobilier. C'est pour ça que j'ai prêté plus aux ménages, mais ça pourrait aussi être les marchés financiers, enfin plus précisément le marché secondaire. Comment ça, la bulle de l'immobilier? Si j'achète une maison, c'est dans le PIB, non? Pourquoi la bulle serait en dehors de l'économie? Non. Le PIB prend en compte les revenus issus du travail des travailleurs et du capital. Mais ce travail, il sert nécessairement à fabriquer quelque chose de nouveau, comme un service ou un produit. Quand tu achètes une maison qui existe déjà, il s'agit d'un échange financier qui ne constitue pas un travail. Il n'y a rien qui a été fabriqué. Et si je fais construire ma maison? Ah oui, là c'est dans le PIB parce qu'une entreprise a fabriqué ta maison. En l'achetant, tu as rémunéré le travail de cette entreprise. Et pour les produits financiers, c'est pareil. Quand tu achètes une action, une obligation qui existe déjà, il ne s'agit que d'un simple échange financier entre deux investisseurs. Rien n'a été créé, fabriqué. Donc c'est pas enregistré dans le PIB. Par contre, s'il s'agit d'une nouvelle action ou d'une nouvelle obligation, ici ça veut dire que ton argent sert à financer une entreprise. On parle d'investissement et là oui, c'est compté dans le PIB. En revanche, si ensuite cette entreprise utilise les sous pour acheter un bâtiment ou des produits financiers qui existent déjà, eh bien ces dépenses ne seront pas comptées dans le PIB. Alors attends une seconde. Si j'achète une maison qui existe déjà, c'est pas compté dans le PIB. Bon, ok. Mais le gars à qui j'ai acheté la maison, lui, il se retrouve avec plein de thunes sur son compte. Qu'est-ce qu'il va faire avec tout cet argent? S'acheter une nouvelle voiture? Pouf, c'est dans le PIB, non? Et oui, ça semble logique. Pourtant, rappelle-toi, le seul moyen d'avoir ce type de courbe, c'est que du nouvel argent soit créé, mais qu'il ne tourne pas dans l'économie. Alors, comment on peut expliquer ça? Eh bien, comme je te l'ai dit, il y a deux marchés qui sont très propices au phénomène de bulle. Alors, le premier, c'est le marché de l'immobilier dans son ensemble, mais ici, on va se concentrer sur le marché de l'occasion. Et puis aussi, le marché des produits financiers qui existent déjà, que ce soit des actions ou des obligations, on va parler de marché secondaire. On a donc l'économie réelle d'un côté, avec des gens et du capital qui travaillent pour fabriquer des nouvelles choses et des nouveaux services, et puis les deux gros marchés de l'occasion. Maintenant, je fais apparaître un personnage qui veut s'acheter une maison. Pour y arriver, il va demander un prêt à sa banque. L'argent va être créé. Mon personnage achète alors sa maison et donc l'argent se retrouve entre les mains du vendeur. Avec ces 100 000 $, ce vendeur va se tourner vers les marchés secondaires pour acheter des produits financiers. Mais histoire que le jeu en vaille la chandelle, il va emprunter 50 000 $ à sa banque avant d'investir. L'argent va donc changer une nouvelle fois de main. Ici, c'est un hedge fund qui le récupère, autrement dit une entreprise spécialisée dans l'investissement boursier. Le hedge fund va aller voir sa banque et expliquer qu'il vient de développer une nouvelle stratégie d'investissement. Il a déjà 150 000 $, mais il a besoin de 850 000 de plus. La banque accepte et crée du nouvel argent. Avec ses 1 million de $, le hedge fund met en place sa stratégie. Il achète des produits financiers. L'argent change encore une fois de main. Cette fois, c'est de nouveau un particulier qui le récupère et lui, il souhaite acheter une maison. La banque constate que cette personne n'a pas de revenus réguliers, mais il possède déjà 1 million de $. Et en plus de ça, le marché de l'immobilier se porte bien. Donc la banque accepte de lui prêter les 500 000 qui lui manquent pour qu'il puisse acheter la maison de ses rêves. L'argent change encore une fois de main et je pense que tu commences à voir où je veux en venir. Ouais, je vois. On crée toujours plus d'argent, donc toujours plus de dettes, mais on n'a pas forcément besoin de passer par la case économie réelle.
Mais du coup, ça veut dire qu'il faut 2 bulles en même temps, non? Non, ici j'en ai mis 2, mais tu pourras avoir des acteurs qui réinvestissent sans arrêt sur le marché de l'immobilier, qui vendent une maison pour en acheter une autre, ou tout simplement qui refinancent leur prêt, qui s'endettent tous les ans pour rembourser le prêt de l'année dernière. D'accord, mais alors là, en fait, j'ai du mal à voir pourquoi c'est mal. On vient déjà de créer 1 500 000 $ de dette et comme tu l'as dit, cet argent n'a jamais franchi les portes de mon économie réelle. Le problème, c'est que cette dette pèse sur les épaules de mes emprunteurs et ils n'ont que 2 solutions pour pouvoir la rembourser. Soit ils se servent de leurs revenus qui sont donc nécessairement issus de l'économie réelle, soit ils vont chercher à revendre les produits financiers ou les biens immobiliers qu'ils ont achetés. Comme on est dans une logique de bulle, la dette s'accumule alors que l'économie réelle est peu financée. Donc petit à petit, le nombre d'emprunteurs qui doit nécessairement revendre ses produits financiers ou sa maison pour rembourser son prêt augmente par rapport à ceux qui peuvent se servir de leurs revenus. À ce moment-là, la survie financière de tous ces emprunteurs dépend des prix. Il faut que les prix montent. Or, pour que les prix continuent de monter, il faut toujours plus d'acheteurs que de vendeurs. Puisque l'économie réelle n'a toujours pas grandi ou grandit beaucoup moins vite que la bulle, eh bien l'argent de la grande majorité de mes nouveaux acheteurs ne vient pas de leurs revenus, mais bien du nouvel argent que les banques sont prêtes à créer pour eux. Une pyramide de Ponzi se forme. L'ancienne dette ne peut être remboursée que par la création d'une nouvelle dette. Et cette nouvelle dette, elle n'est créée que parce que les nouveaux emprunteurs et les banques estiment que les prix vont continuer de monter. Autrement dit, ils estiment qu'il y aura toujours plus d'acheteurs que de vendeurs. Et pourquoi ce ne serait pas le cas? Rappelle-toi du premier épisode sur les subprimes. Même en utilisant des crédits spéciaux qui ne sont pas très coûteux sur les premières années, les emprunteurs doivent quand même être capables de rembourser un petit peu en utilisant leurs revenus. Et on vient de voir qu'une grande partie de l'argent de la dette ne circule pas dans l'économie réelle, donc les revenus n'augmentent pas, ou peu, par rapport au prix de l'immobilier. À un moment donné, les prix vont atteindre des sommets qui, même en étalant les mensualités sur 30 ans, rendent les remboursements impossibles. Les ménages n'ont plus du tout confiance en leur capacité à rembourser et ils arrêtent d'emprunter. Or, s'il y a moins d'acheteurs que de vendeurs, les prix baissent, ce qui fait que les emprunteurs ne peuvent plus rembourser leurs prêts en revendant leurs biens. Et donc, ils commencent à faire défaut. Les banques paniquent, certaines font faillite, l'économie réelle, qui était déjà peu financée, ne l'est plus du tout. La finance est malade et n'arrive plus à jouer son rôle d'intermédiaire. Une partie de l'argent qui avant circulait quand même dans l'économie réelle se bloque. Beaucoup d'emprunteurs ont beau faire défaut, une partie d'entre eux arrive quand même à rembourser, ce qui mène à de la destruction monétaire. Pour compenser, les banques devraient créer de l'argent, mais elles ne le font pas parce qu'elles sont en panique totale. Donc le PIB s'écroule, les entreprises gagnent de moins en moins d'argent, elles licencient, les gens consomment de moins en moins, les entreprises gagnent encore moins d'argent, donc elles licencient encore plus, etc. etc. C'est la crise. Ah la vache! Tout ça à partir d'un graphique? Exactement, toutes les infos sont dans ce graphique, ou presque. L'idée principale, c'est que le ratio de dette sur PIB, quand il augmente trop rapidement, correspond à de la création monétaire qui ne circule pas dans l'économie réelle. Cet argent est utilisé pour spéculer, pour alimenter des bulles dans lesquelles l'argent se retrouve plus ou moins bloqué, isolé de l'économie réelle. N'importe quel bien qui existe déjà, comme l'immobilier, les produits financiers ou même l'art, peuvent potentiellement faire l'objet d'une bulle spéculative financée par de la création monétaire. Le modèle que je viens de te décrire est basé notamment sur les idées d'un économiste américain qui s'appelle Hyman Minsky. Son schéma de pensée résume assez bien la situation. L'économie est cyclique. Après une crise, les banques font très attention à ce qu'elles font. Elles ne prêtent aux entreprises ou aux ménages que si la probabilité de remboursement est extrêmement élevée. Pas de projet risqué, ni d'emprunteurs à faible revenu. Les défauts sont donc rares et tout l'argent créé finance effectivement l'économie réelle. Cela dit, comme la création monétaire est plutôt faible, eh bien le PIB ne retrouve des couleurs que tout doucement. Petit à petit, les banques se décrispent et se mettent à prêter davantage. La création monétaire augmente et le PIB aussi. Certains projets qui relèvent de la spéculation, qui jusqu'à présent n'étaient absolument pas financés par de la création monétaire, commencent à l'être. Et ici, on définit la spéculation comme un projet d'investissement qui ne sera rentable que si les prix d'actifs existants augmentent. Par exemple, s'endetter pour acheter des actions sur le marché secondaire et n'être capable de rembourser son prêt que si le prix de ces actions augmente. Au début, ça pose aucun souci car les prix sont bas et comme l'économie redémarre, eh bien, les prix augmentent tout le temps. Mais ce sont bien des mécaniques de bulles qui s'enclenchent. Certaines entreprises vont se mettre à profiter de ces bulles. Tous les intermédiaires qui touchent des commissions sur les transactions immobilières ou financières, les brokers par exemple, ont tout intérêt à laisser les bulles se former. Plus les gens payent cher leurs maisons et leurs produits financiers, plus leurs commissions sont importantes. Tiens, mais pour eux c'est des salaires, des dividendes, enfin des revenus quoi, donc ça veut dire PIB, économie réelle et tout ça. Exact, les bulles ne sont pas des systèmes complètement fermés, isolés de l'économie réelle. Il y a toujours de l'argent qui en sort, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que les banques ont beaucoup de mal à ne pas les financer. Pour une banque, prêter davantage veut dire toucher davantage d'intérêts, donc plus gros salaires et plus gros dividendes. Ouais, enfin si c'est pour faire faillite à la fin...
Oui, mais c'est pas évident de conserver une vision d'ensemble de ce qui se passe. Et puis, il y a un effet moutonnier lié à la compétition. Une banque qui n'aurait pas surfé sur la bulle de l'immobilier américaine à la fin des années 90 et au début des années 2000 aurait vu ses concurrentes gagner beaucoup plus d'argent qu'elle pendant une dizaine d'années. Pas facile de justifier un choix stratégique aussi prononcé auprès de ses actionnaires, quand toutes les autres banques ont des taux de rendement à 2 chiffres. Bref, des bulles se forment, et comme il y a toujours de l'argent qui ne reste pas coincé dans ces bulles, eh bien, l'économie est boostée. Du coup, toute cette période pendant laquelle les bulles gonflent est souvent perçue comme une formidable phase de croissance. Sauf qu'à un moment donné, les bulles éclatent. Le mécanisme est simple, les bulles se maintiennent tant que la dette de ceux qui vendent est payée par la nouvelle dette de ceux qui achètent. Le jour où les acheteurs ne souhaitent plus s'endetter, eh bien, les vendeurs paniquent, les prix s'effondrent, certains emprunteurs font défaut, ce qui suffit pour mettre les banques en faillite ou en tout cas en difficulté, l'économie réelle n'est plus financée, c'est le début de la crise. Les acteurs économiques qui n'ont pas fait défaut vont ensuite se focaliser sur le remboursement de leur dette et celle-ci va effectivement diminuer au fur et à mesure. Mais cette période de remboursement est très néfaste pour l'économie car autant cette fameuse dette qu'on se doit à nous-mêmes ne pose aucun problème, autant le remboursement de la dette qui détruit de la monnaie réduit la masse monétaire. Or, cette masse monétaire joue un rôle fondamental dans la détermination du PIB. Si cette phase de remboursement est trop longue, on parle de dépression. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis dans les années 30. Et c'est d'ailleurs suite à ça que Keynes a imaginé que c'était le rôle de l'État de contrer ces remboursements de dettes massifs de la part du secteur privé. Comme on ne pouvait plus compter sur les banques pour créer de la monnaie et que de toute façon les entreprises et les ménages ne voulaient pas s'endetter, eh bien c'était au rôle de l'État de financer l'économie. Donc c'est la crise et puis un jour, quand les niveaux d'endettement ont baissé suffisamment, il y a de nouveau une demande de crédit de la part des ménages et des entreprises. Les banques se remettent à créer de la monnaie et on est reparti pour un tour. La dette va d'abord financer la croissance et puis petit à petit, au fur et à mesure que le ratio de dette sur PIB va augmenter, ce sont de nouvelles bulles spéculatives qui vont apparaître. L'économie en profitera au début jusqu'au moment où elles éclateront. Donc, si je comprends bien ce que tu racontes, c'est la crise parce qu'on rembourse nos dettes sans en créer de nouvelles. Oui, mais c'est aussi parce qu'on a passé notre temps à spéculer et que la quantité de dette dans le système n'a plus rien à voir avec le niveau des revenus de la population. Si je te remontre ce graphe, tu peux voir que la Grande Dépression des années 30 a mené à une énorme réduction de la dette aux États-Unis. C'est notamment ça qui a permis la grande période de croissance de la deuxième partie du XXe siècle. L'économie est passée d'une bulle à l'autre, plus ou moins importante, en augmentant toujours plus la quantité de dette dans le système, jusqu'à la bulle massive des subprimes qui a déclenché une crise beaucoup plus importante. Aujourd'hui, si on regarde les chiffres du chômage, il semble que l'économie américaine soit repartie. Mais pour combien de temps ? Son ratio de dette sur PIB est toujours à des niveaux proches de ceux de la crise de 1929, et de nombreux économistes dénoncent des chiffres du chômage manipulés pour témoigner d'une relance. Quant à la Chine, regarde un peu la tendance. Les économistes qui ont prédit la crise des subprimes pensent que le prochain choc viendra de là-bas. Et nous, dans l'histoire, pourquoi on repart pas ? Pourquoi l'Europe ne fait pas plus de croissance? Nous, notre niveau d'endettement est moins élevé que les États-Unis ou la Chine, donc ça devrait marcher. On parlera de ça quand on évoquera la crise de l'euro. Pour le moment, je reprends un petit peu tout ce que je viens de te raconter. Les économistes qui ont prédit la crise des subprimes mettent au centre de leur réflexion la dette privée et la notion de création monétaire, ce que les économistes orthodoxes ne font pas, en tout cas pas pour le moment. Cette idée de création monétaire issue du secteur bancaire privé, avec très peu de contrôle de la part des banques centrales, semble aujourd'hui très bien documentée. Non seulement les coefficients multiplicateurs de la monnaie ne sont jamais stables, mais en plus de ça, ils augmentent et diminuent parfois sans que les banques centrales ne fassent rien. Or, puisque le PIB se définit comme la quantité de monnaie multipliée par sa vitesse de circulation, il est extrêmement important de maîtriser ou de réguler les mécanismes de création monétaire pour contrôler la croissance de nos économies. La notion de dette est également extrêmement importante. Certes, une partie de celle-ci peut être considérée comme de l'argent qu'on se doit à nous-mêmes, les revenus engendrent les dettes, mais la réalité est beaucoup plus complexe. Ce sont les dettes de création monétaire qui, parfois, pas toujours, engendrent les revenus qui derrière engendrent les dettes qu'on se doit à nous-mêmes. L'observation des ratios de dette sur PIB mondiaux, qui augmentent sur des périodes très longues, témoigne du fait que les banques financent davantage des projets spéculatifs, des projets qui impliquent l'achat de biens qui existent déjà, plutôt que des projets menant à la création de nouveaux biens et de nouveaux services. Puisque les bulles spéculatives ne grossissent jamais sans qu'une partie de l'argent vienne irriguer l'économie réelle, les périodes durant lesquelles ces bulles enflent sont souvent perçues comme des périodes de croissance plus ou moins importantes, et comme des crises de plus ou moins grande ampleur quand elles éclatent. La crise des subprimes est une de ces crises. Au regard de cette vision de l'économie, la dette des ménages et des entreprises, la dette privée, est plus préoccupante que la dette des États, que la dette publique, et ce pour deux raisons. Premièrement parce que la dette privée est beaucoup plus importante que la dette des États, et deuxièmement parce que les défauts de paiement qui déclenchent les crises ont beaucoup plus de chances de venir des entreprises et des ménages que des États. La mécanique d'une crise est assez simple. Les défauts de paiement fragilisent les banques, ce qui paralyse le secteur financier qui joue effectivement, entre autres,
un rôle d'intermédiaire pour permettre la bonne circulation de la monnaie. Mais en plus de ça, le remboursement de dettes existantes sans que de nouvelles n'en soient créées vide l'économie de sa monnaie. Ajoutez à cela l'impact psychologique d'une crise sur la population qui va avoir tendance à réduire encore davantage la vitesse de circulation de la monnaie, et on peut aboutir à une période de dépression comme ça a été le cas aux États-Unis dans les années 30. Le problème principal de ces crises, c'est que si le processus de remboursement qui détruit de l'argent est extrêmement douloureux pour l'économie, la dette, qui est le seul moyen de créer de l'argent, est également un fardeau qui empêche l'économie de fonctionner correctement quand il y en a trop. On aboutit à un paradoxe. On veut moins de dettes, donc moins d'argent, mais on veut aussi plus d'argent, donc plus de dettes. Pour terminer, on lit et entend souvent qu'il est essentiel de rembourser la dette de l'État. Or, puisque les économistes orthodoxes affirment que la dette privée n'a aucune importance, pourquoi se soucier de la dette des États? Pourquoi ne pas également plaider pour le remboursement de la dette des entreprises et des ménages? Pourquoi la dette privée, en moyenne 2 à 3 fois plus élevée que la dette publique, ne fait-elle pas les gros titres? Eh bien, on parlera de tout ça dans une prochaine vidéo quand on parlera de la crise de l'euro. Merci d'avoir suivi cette série de vidéos sur les subprimes, j'espère que vous y avez appris des choses. C'est encore un sujet complexe, mais à mon avis vachement important et surtout peu évoqué, en tout cas pas à ma connaissance. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, ça me permettra de préparer la suite en mettant l'accent sur les points que vous avez peut-être le moins bien compris. Je vous rappelle que le site d'information CFactuel a réalisé en partenariat avec ces vidéos une infographie détaillée sur la création monétaire pour que vous puissiez vraiment tout comprendre. Je vous ai mis le lien dans la description. Les t-shirts de la vidéo sont également en description, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous, soyez fous même, cliquez sur la cloche pour recevoir une notification quand je posterai la prochaine vidéo. Comme toujours, un grand merci à tous les tipeurs, je ne pourrais pas m'en sortir sans vous, et à bientôt pour un prochain épisode, ou une prochaine série d'épisodes, on verra.